Bonjour, nous sommes le samedi 5 avril 2025. 5 avril. Bon, on est toujours en pleine éclaircie. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on voit ces éclaircies, notamment avant la fin de l'hiver. On avait déjà un mois d'éclaircie. Bon, ici on est déjà le 5. Ça fait déjà presque 40 jours d'éclaircie sans voir, je dirais, une petite goutte de pluie. Voilà. Quand on sait que les nappes phréatiques ont besoin de se gorger d'eau pour la végétation, pour voilà, avoir des terrains meubles, etc., etc., pour avoir une certaine forme de vie dans les terres, mais aussi pour les animaux qui ont besoin voilà, d'eau dans les ruisseaux, et ainsi de suite. Les insectes ont besoin de vivre, les animaux ont besoin de vivre et donc ont besoin de tout ça d'eau. S'il manque de l'eau, c'est un petit peu embêtant pour la faune et la flore. Et c'est aussi embêtant pour les êtres humains parce que bon, les champs, dans les champs, on va se retrouver à court d'eau. Bon, et pour avoir, il faudra rationaliser les eaux si le cas échéant, bon, ça dure comme ça avec des éclaircies parce qu'on dit soi-disant bon, qu'il y a quelque chose de polaire qui est bloqué dans le ciel et donc ça concourt à faire qu'on n'a que des éclaircies. Bon, l'année passée, c'était tout le contraire. On avait que des pluies. Pendant des mois et des mois, on avait que des pluies. Et ici, pour l'instant, ça fait déjà presque 2 mois qu'on a. Mais maintenant, c'est vrai que bon, l'être humain est toujours insatisfait, un éternel insatisfait. Ça ne lui plaît pas voilà, l'obscurité, ça ne lui plaît pas. Trop d'éclaircies, ça ne lui plaira pas non plus. Le froid, ça ne lui plaît pas. Et trop de chaleur, ça ne lui plaira pas. Donc en fait, il doit s'adapter à une situation et il doit rester raisonnable. Voilà, raisonnable par rapport au contexte et donc pouvoir s'adapter. Alors justement, question de raisonnable. Raisonnable, raison, raisonnement, ça s'écrit R-A-I-S. Alors il faut deux N, hein, je vous le dis tout de suite, il faut deux N. Ne pas confondre avec un voilà, raisonnement de résonance. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un circuit résonnant et raisonnement, euh, c'est pas le même. Parce que ça s'écrit pas de la même façon. Raison, c'est R-A-I-S-O-N. Et résonance, raisonnement, ça s'écrit avec R-E, accent aigu. C'est pas la même chose. Bon, ça c'est une chose. Alors, le raisonnement que je veux voir ici, c'est une vidéo qui va concerner le raisonnement. Mais le problème, c'est que le raisonnement, on peut en discuter. Et ça se discute, notamment si vous voulez mettre voilà, un certain contexte, formaliser, ce qu'on appelle formaliser, construire un contexte de logique, parce que c'est de ça qu'il va s'agir ici, c'est de la logique. Mais dans cette logique, on va tenir des raisonnements. Des raisonnements de quel type? De type logique. Alors, c'est toute une construction, je vous le dis tout de suite, c'est pas cette vidéo-ci qui va, je veux dire, construire. Ici, cette vidéo va tout simplement appréhender le raisonnement logique, mais elle va pas commencer à mettre un contexte, parce que pour mettre un contexte au raisonnement logique, je vous le dis tout de suite, il faut avoir voilà, des définitions pour lesquelles on peut se poser, voilà, définitions, et beaucoup de définitions avant de mettre quoi que ce soit. Alors ça doit être des bonnes définitions, parce que j'ai toujours dit qu'une définition, il ne faut pas qu'elle soit, je veux dire, comment on appelle ça, contredite. Hein. Si maintenant il y a des gens qui contredisent certaines définitions, je veux dire, on est mal parti pour formaliser une construction de type logique. Donc il faut cadrer et se dire, les définitions, c'est ça, c'est rien d'autre. Voilà. Mais elles doivent être bien posées, c'est surtout ça. Bon, une fois que les définitions sont là, on fera appel voilà, aux notions ensemblistes. Parce que les notions ensemblistes est, je veux dire, le meilleur endroit, le meilleur domaine. Enfin, quand je dis endroit, c'est le domaine. Hein, c'est notions ensemblistes, c'est le meilleur domaine pour commencer à appréhender, encore une fois, la logique. La logique. Mais elle ne sera pas toute seule. Les notions ensemblistes seront aidées par, bien sûr, les définitions que j'ai dit auparavant. Et ça, les définitions, il faut les accepter telles quelles. Je dois aller les rechercher, bon, sur Internet, ou, je veux dire, dans un dictionnaire, ou quelque part, voilà. Parce que c'est pas moi qui mets les définitions, moi, je les invente pas.
Voilà, je pourrais faire des définitions. Bon, et je vous rappelle que émettre une définition, c'est voilà, une forme d'intelligence. Hein. Quelqu'un qui fait une définition, qui crée une définition, c'est une forme d'intelligence. Mais maintenant, d'autres ne vont peut-être pas l'accepter, donc il faut la remodeler pour que tout le monde l'accepte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'Académie des sciences, l'Académie des lettres, et qui mettent des définitions. Voilà. Et ils s'arrogent le droit voilà, d'émettre une définition, mais qu'elle soit, je veux dire, accueillie par tous, par tous, par le monde, voilà, le monde qui va utiliser ces définitions. Et donc, on aura des définitions, on fera appel à des notions ensemble parce que c'est les meilleurs. On a des éléments concrets là-bas qui permettent d'appréhender la logique, mais il y a aussi la logique des structures. La logique des structures qui va permettre là, à ce moment-là, de commencer à étudier les raisonnements. D'étudier les raisonnements. Voilà, ça c'est une chose. Alors je disais, avant de commencer quoi que ce soit, ici vous voyez que j'ai mis raisonnement vient de raison, qui dit raison dit cerveau, Alors déjà là on peut discuter la raison. Est-ce que il n'y a que l'être humain et bien sûr les machines, parce que maintenant il y a l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est intelligent pour avoir une raison, une raison, d'émettre des définitions. Alors la raison elle est basée sur beaucoup de choses. C'est ça que je veux voir dans cette vidéo. Il y a les connaissances, il y a les acquis, voilà tout ce que l'expérience, voilà. Mais il y a beaucoup de définitions et donc l'intelligence artificielle permet d'aller rechercher, je veux dire, des connaissances déjà toutes faites pour pouvoir donner une structure de pensée toute faite par rapport à des choses qui sont déjà existantes. Donc en fait, l'intelligence artificielle ne va pas se baser sur de l'inexistant, elle va se baser sur quelque chose déjà d'existant. Tout comme le raisonnement va se baser sur quelque chose que vous connaissez, sur des acquis. Mais justement, c'est ça que je veux distinguer dans un petit instant et de parler du raisonnement. Parce qu'on ne peut pas faire de logique si on ne parle pas de raisonnement. Alors, connaître la vérité, c'est de savoir d'abord émettre un raisonnement, de savoir si c'est vrai ou pas. Par exemple, comme on va dire Newton, bon, lui il pensait que la lumière est en ligne droite, c'est très bien. C'est très bien de se dire qu'elle va en ligne droite. Pourquoi? Parce que ça permet de faire de l'optique géométrique avec des rayons lumineux qui sont en ligne droite et commencer à faire une théorie sur les rayons lumineux. C'est très bien. Mais le problème, à grande distance, on se rend compte que bon, on a l'effet de la gravitation. Et donc on n'a plus un plan euclidien, et donc on n'a plus de la géométrie euclidienne. On a une courbure, et donc là on a plus de la géométrie, on a la géométrie courbe. Et donc là, un autre savant est venu à contredire ce que Newton a dit. Donc le raisonnement de Newton, il était bon jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que c'est très bien, il a dit que voilà, la lumière allait en ligne droite, mais lui il ne pensait pas qu'il y avait l'effet de la gravitation, voilà. Mais à longue distance, on voit on peut voir que voilà, les rayons lumineux sont courbés, parce qu'il y a la géométrie courbe, voilà, géométrie courbe, et on n'est plus dans la géométrie euclidienne, et donc à ce moment-là, il y a toutes des courbures qui se passent, et donc les axiomes de la géométrie euclidienne ne sont plus les axiomes de la géométrie courbe, et voilà que quelqu'un, bon, qui est Einstein, bien sûr, vous l'aurez compris, il a su voir que, je veux dire, il y avait une logique qui n'était pas une logique de celle préconisée par Newton, et que l'environnement n'était pas un environnement voilà, euclidien, mais plutôt courbe dans l'espace. Voilà. Parce qu'en fait, la lumière est déviée quand il y a par l'attraction terrestre. Enfin, je m'excuse, par l'attraction, par la gravitation, c'est ça que je veux dire, par la gravitation. Et donc, là, deux idées de grands savants. On pouvait faire confiance aux grands savants auparavant parce que la plupart des choses qui sortaient, c'était vrai. Et de toute façon, même quand il dit que là, on est en ligne droite, c'est très bien. Parce que ça permet de faire de la géométrie voilà, optique, basée sur des rayons lumineux qui sont de droite. Et donc, on peut faire de l'étude à petite échelle. À petite échelle, on peut faire des études voilà, de géométrie optique. Ce qui donne voilà, l'optique géométrique. Alors que maintenant, à grande distance, on voit tout de suite qu'on a des rayons lumineux qui, bon, ils n'ont plus une trajectoire linéaire, mais une trajectoire qui est courbée, parce que c'est on a à grande distance. Effectivement, il y a l'effet de la gravitation qui se ressent voilà,
quand on est en ligne droite, bon, non, le rayon lumineux, on le voit en ligne droite, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il est courbe. Bon, alors ceci étant dit, donc il y a deux grands savants qui se sont voilà, affrontés, enfin je ne vais même pas dire affrontés, parce que les idées de l'un, bon, l'un n'a pas connu l'autre, mais l'autre a énoncé beaucoup de vérités. Au travers de logiques, de raisonnements qui sont sortis de ses pensées, c'était un grand savant, Newton c'était un grand savant, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, maintenant c'est vrai qu'il s'est trompé sur certaines choses, mais il n'avait pas les outils. À l'époque, on n'avait pas les outils que Einstein avait. Bon, les grands savants qui sont sortis à l'époque d'Einstein ont sorti énormément de choses qui permettaient déjà voilà, de sentir des choses au niveau de l'espace. Chose que bon, Newton n'avait pas. Lui, il partait comme un petit peu nos aïeux qui étaient les Grecs et les Romains. Ben, ils avaient rien, presque rien comme outil voilà, de mesure. Ben, ils avaient quelques petites choses, mais pas grand-chose. Mais grâce à ça, grâce à leur pensée, à leur, voilà, à leur pensée, à leur création, oui, à leur pensée, à leur raisonnement, ben, ils pouvaient déjà dire certaines choses. Et pourtant, ils n'avaient presque rien comme voilà, outil scientifique pour pouvoir démontrer beaucoup de choses. Mais par le raisonnement et la perception, l'observation et l'expérience, ben, ils pouvaient déjà sortir voilà, des raisonnements. Alors maintenant, justement, c'est quoi le raisonnement? C'est ce que je vais voir ici. On peut en parler, notamment, je vais aller chercher les définitions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement? Alors, raisonnement, voilà, ici, le raisonnement est un processus cognitif permettant de poser un problème de manière réfléchie en vue d'obtenir en plusieurs résultats. Bon, alors, c'est un processus cognitif, donc ce qui veut dire que le raisonnement, ça vient du cerveau, tout d'abord, parce que qu'est-ce qui gère le cognitif? C'est le cerveau. Donc ça vient du cerveau. Donc on va dire que tout ce qui est pensé viendra du cerveau. Mais maintenant, quel cerveau? Eh bien, il n'y a pas que l'être humain qui a un processus cognitif. Parce que les animaux aussi ont des processus cognitifs, et peut-être même les insectes. Bien qu'un insecte n'a pas un cerveau d'être humain, ouais, en volume. Alors je vous rappelle que l'être humain, auparavant, bon, je veux dire, il était... enfin, l'être humain provient, voilà, d'après la science. Après la science, elle dit que bon, c'est une évolution qu'il y a eu, et donc le cerveau de l'être humain a évolué en volume. Les premiers volumes du cerveau n'étaient pas ceux de maintenant. Donc maintenant on a de grands volumes, et donc le cerveau s'est adapté, et il a pris plus grosse place qu'auparavant. Ce qui veut dire que bon, maintenant l'être humain a des processus cognitifs que nos ancêtres n'avaient pas. Mais par contre, nos ancêtres, je veux dire, avaient une forme d'adaptation, donc une forme d'intelligence, je veux dire, dans l'environnement. Si on lâche quelqu'un, un être humain maintenant, en pleine brousse, je crois pas qu'il va savoir s'en sortir. Bon, il risque d'être mangé par des serpents, ou je sais pas moi, un éléphant va s'écraser quand il va aller dormir. Ou je veux dire, va dormir dans un arbre, les serpents vont l'égorger, enfin, comment on appelle ça, pas l'égorger, l'étouffer, parce que ou voilà, après l'étouffer, après le manger. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez que les dangers qu'il y a dans l'environnement, ben, je veux dire, il faut faire face à tout ça. Chose que nos ancêtres pouvaient à tout moment, je veux dire, faire face. Alors que moi maintenant, vous sortez quelqu'un dans un bois, il commence à avoir peur. Il s'est plus adapté. Il n'a plus d'adaptation. Donc, avant, ils avaient un processus cognitif qui était, voilà, ils pouvaient faire face au danger et s'alimenter, je veux dire, assez aisément. Ils n'allaient pas, avant, ils n'avaient pas des magasins, je veux dire, de grande surface pour aller chercher des choses. Quand ils avaient besoin d'en manger, ils étaient obligés d'aller chasser. Donc, le raisonnement cognitif, bon, il peut prendre différents aspects. Et bien sûr, maintenant, il a évolué parce que, bon... donc, ce qui veut dire que les animaux aussi ont un processus cognitif. D'ailleurs, je le verrai pas après. Mais, en tout cas, ici, ils définissent les choses. L'objectif d'un raisonnement est de mieux cerner, comprendre un fait ou d'en vérifier la réalité. Voilà. Donc, vous voyez que la notion de réalité, de vrai, voilà, intervient dans un raisonnement. Comment prouver qu'une chose est vraie? Par exemple, j'ai parlé de Einstein et de, comment on appelle ça, Newton, qui est un très grand savant. Hein. Newton, c'est bon, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un des plus grands savants de toutes les époques. C'est vraiment, il a trouvé beaucoup de choses. Et alors, bon, je disais que
pour savoir si Newton a émis des réalités. Bon, lui, on lui a fait confiance parce qu'on disait, il a tellement trouvé de choses que, bon, quand il dit quelque chose, il avait la vérité qui sortait de sa bouche. C'est normal parce qu'il a tellement trouvé de choses. Mais maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la lumière, il a dit quelque chose qui n'était pas forcément vrai, mais il était vrai en partie, mais pas tout à fait vrai. Il disait que la gravitation n'intervenait pas. Mais de toute façon, c'est vrai qu'à son époque, on n'avait pas les instruments, comme je vous ai dit, mais c'est toujours bon de savoir de travailler avec un rayon lumineux qui va en ligne droite. Comme ça, on fait de la géométrie optique. Bon, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est toujours intéressant, même si c'est pas pas une vérité, au moins ça doit adopter une géométrie, voilà, optique. Mais c'est pour vous dire que ben, il disait pas la vérité là, parce qu'en fait quelque part Einstein est revenu remettre les pendules à l'heure. Einstein s'est intéressé, je veux dire, au fait et au dire de Newton, et il s'est dit bon là il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Donc il dit quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Et là, il peut faire des études et il remarque que bon, effectivement, il y a l'effet de la gravitation et qu'on n'est plus dans une géométrie euclidienne, mais dans une géométrie courbe. Et donc c'est tout un autre aspect d'étude. Voilà, donc on va étudier l'espace d'une autre façon que la façon que pourrait entrevoir, je veux dire, Newton. Et donc là, il faut vérifier les réalités de ce qui se dit. On vous dit, bon, tel appareil bon, est magnifique, il n'y a pas de problème, voilà. Et vous vous rendez compte que toutes les 5 minutes, l'appareil bloque. Et on vous avait dit qu'il était magnifique, que tout a fonctionné bien, qu'il est très opérationnel, voilà. Mais vous vous rendez compte que voilà, toutes les minutes, bon, il faut un chargement qui dure longtemps, ça commence à bloquer que quand voilà, vous rentrez voilà, dans des sites compliqués, avec beaucoup de programmation, ça commence un petit peu à bugger, vous vous attendez, vous dites oui l'informatique, c'est... Bon, vous aurez compris que je parle d'informatique. Donc voilà, on va vous dire, tel appareil, bon, il est opérationnel, il fonctionne très bien, etc. etc. Et puis vous vous rendez compte, déjà au chargement, il prend 5 minutes. Deuxièmement, quand vous allez dans un site trop lourd, je veux dire, vous commencez à être bloqué, vous mettez 3-4 voilà, onglets de navigation, vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, et donc vous vous rendez compte que ce qu'on vous a vendu, je veux dire, c'est pas forcément une science infuse, une vérité. Vous dites, oui, avec cet ordinateur-là, je veux dire, vous aurez toutes les facilités, tout va bien se passer, tout ce qui s'en suit. Vous vous rendez compte qu'il y a des blocages un peu partout et que je ne sais pas ce qu'on vous a vendu, quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que dans la science, il faut vérifier la réalité. Voilà, toute loi scientifique doit être prouvée. Et encore, hein, il y a la confirmation et l'affirmation. C'est encore deux choses différentes que je verrai dans une vidéo dans des vidéos qui vont suivre. Mais le tout, c'est de faire appel, voilà, faisant appel alternativement à différentes lois, et à des expériences. Ceci, quel que soit le domaine d'application, mathématiques, système judiciaire, physique, pédagogie. Encore une fois, ici, la logique va répondre à une multidimension. C'est multidimensionnel. C'est pas propice aux mathématiques ou au système judiciaire, physique, pédagogique, mais aussi en électronique. En électricité, électronique, on retrouvera, je veux dire, des raisonnements. Alors, l'objectif des raisonnements, prise de décision, test d'une argumentation, conduite d'une démonstration, d'un théorème de la confirmation, d'une hypothèse, tout en évitant l'erreur et l'illusion. On dit que l'individu effectue, et c'est pour ça que j'aime pas l'individu, parce que ça peut être des animaux aussi, effectue des inférences, et que le mécanisme d'élaboration de ces inférences s'appelle raisonnement. Alors les inférences, je verrai par rapport, voilà, l'inférence. Alors il existe différents types de raisonnement, formalisé, non formalisé, raisonnement a priori, a posteriori, voilà, induction, déduction et abduction. Voilà. Alors je ne vais pas aller trop loin ici non plus, parce que sinon le but c'est pas de développer tout ça. Hein. Voilà, voilà. Mais ce site-là va être une base pour voir voilà, tout ce qui est raisonnement. Parce que je ne peux pas parler de raisonnement en une seule vidéo. Vous aurez compris que ici je abordais le raisonnement. Alors maintenant, avant d'aborder quoi que ce soit, bien sûr, il y a le raisonnable et l'irraisonnable. On n'est pas raisonnable, n'est pas conforme à la raison, croyant que la pudeur, bon, qui n'est pas douée de la raison d'une manière raisonnable, voilà. En fait, c'est qui n'est pas conforme à la raison. Donc, la raison doit être conforme. Ici, on est dans le conformisme. Et il faut se dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, il y a aussi des raisonnables qui manifestent un manque de jugement
absurde, irréfléchi, insensé. Maintenant, le tout, c'est quel est le raisonnement conforme. À quoi doit-on se tenir comme type de raisonnement? Avant toute chose, je vais commencer par dire voilà, certaines choses. Alors ça, je vais sortir du cadre des définitions ici, voilà, et dire qu'est-ce que c'est un petit peu le raisonnement. On va l'appréhender ici, avant de faire une quelconque logique, des logiques, parce que les logiques vont faire apparaître, à partir de la grammaire, on va établir une grammaire logique. Et cette grammaire logique, voilà, il faut des définitions à la base, et puis créer des variables, et puis après, on est parti. Mais, et bien sûr, des opérateurs. Hein. On va créer des opérateurs logiques. Voilà, le raisonnement sera basé, bien sûr, le raisonnement dit logique sera basé sur une grammaire et donc des opérateurs logiques. Et qui dit opérateur, ben, c'est comme en mathématiques, vous avez plus ou moins fois divisé, mais à ces opérateurs, il y a des variables, des nombres. Par exemple, des nombres, en mathématiques, à des plus ou moins fois divisé, on utilise des nombres. Donc à des nombres, on lui fait subir voilà, des opérations au travers des opérateurs. Mais ici, c'est le même. On aura des variables, voilà, et les variables seront des propositions. Et c'est là qu'on dira qu'il faut faire attention dans les variables, ne pas confondre une assertion d'une proposition, voilà, d'un corollaire, d'un lemme, etc. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire les distinctions. Mais ici, moi je vais partir sur une base que le raisonnement, qu'est-ce que c'est? Donc là, pour moi, le raisonnement, bien sûr, c'est une forme d'intelligence. Hein. Bon, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les animaux ont aussi une forme d'intelligence. C'est pour ça que je disais que le raisonnement n'est pas... les animaux, ce qu'il y a, ils ne savent pas parler. Par exemple, un chien, il aboie. Voilà. Un chat, ça miaule. Ils ont leur cri, ils ont... Voilà. Mais maintenant, c'est pas pour autant qu'on ne comprend pas leur aboiement, on ne comprend pas leur miaulement, on ne comprend pas, voilà... des animaux, certains animaux brament, voilà, etc. Il y a tous voilà, des cris d'animaux, notamment les oiseaux, etc. Eh bien, peut-être qu'on ne comprend pas leur langage, mais ils ont peut-être un langage à eux, à proprement parler, qui leur appartient. Bon, ça c'est une chose. Alors nous, on se dit, ils ne parlent pas, ils ne comprennent pas la langue, voilà, notre langue maternelle, donc on se dit, bon, mais en tout cas, c'est pas parce que ils ne parlent pas notre langage qui n'ont pas une forme de raisonnement logique. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux voir ici. Dans les raisonnements logiques, les animaux peuvent avoir un raisonnement logique. Voilà. Alors, là, c'est une forme, ouais, c'est ce que je voulais dire, parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est une forme d'intelligence. Et donc maintenant, il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas que, je veux dire, les raisonnements peuvent être attribués, je veux dire, à des machines. À des machines qui pourront penser, pour autant que, je veux dire, on leur code d'une certaine façon par la méthode voilà, neuronale. Donc on crée un cerveau artificiel, mais à partir de ce cerveau artificiel, bien sûr, ce cerveau artificiel qui permet voilà, de faire beaucoup de choses au niveau logique. Voilà. Alors maintenant, pour appréhender la forme d'intelligence, c'est d'abord ça, avant de parler de raisonnement, il faut d'abord appréhender qu'est-ce qu'une forme d'intelligence. Les insectes ont une forme d'intelligence. Les animaux, je l'ai dit, c'est pour ça que je disais que la forme d'intelligence n'est pas propice, par contre, n'est pas propice à l'être humain. Mais, bon, ici, les déductions vont être sorties à partir de, voilà, on va dire, c'est un cerveau intelligent et qui est, bon, à première vue, les premiers penseurs, c'était voilà, nos ancêtres. Donc, nos ancêtres étaient des êtres humains. Nos ancêtres étaient des êtres humains. Donc la première forme d'intelligence, ben, c'est les êtres humains. Ce qui n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, les formes d'intelligence, c'est s'adapter. S'adapter dans un environnement. Maintenant, quand, je veux dire, il y a une forme extrême, une puissance extrême qui vient annihiler, éteindre, par exemple, je pense à une glaciation qui peut éteindre toute forme de vie, que ce soit humaine, ou je veux dire de dinosaures, etc., ou voir, comment on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, des volcans qui tirent bon, tellement de fumée
tous en même temps, que pour finir, on finit par avoir un ciel couvert et bon, qu'on n'a plus de lumière qui tombe dans le ciel et toute forme de vie, végétation disparaît, donc toute forme de voilà d'animaux qui mangent la végétation disparaît. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je veux dire là, l'animal ne sait plus rien faire. Il y a un moment donné, voilà, où quand il y a un cataclysme planétaire, terrestre, il n'y a plus beaucoup de formes de vie qui peuvent, je veux dire, il y en aura qui vont s'adapter. S'il y a des bombes atomiques, par exemple, qui tombent sur Terre à, à, à profusion, ben, la forme de vie humaine, elle est terminée. Par contre, c'est pas dit qu'il y aura, c'est pas dit qu'il n'y aura plus de scarabées. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc la forme d'intelligence, mais c'est ici que je l'appréhendais. En, Au-delà de la définition ici. Parce qu'ici, justement, c'est une définition qui est cadrée. C'est un processus cognitif, effectivement, provenant d'un cerveau. Oui, qu'il soit humain ou animal, ou peut-être des insectes, ils ont voilà, des formes de pensée, puisque ouais, ils savent très bien ce qu'ils font les insectes, je vous le dis tout de suite, mais aussi ça peut provenir d'un ordinateur, ou d'un ordinateur qui possède l'intelligence artificielle et qui permet voilà, de tenir un raisonnement. Bon, ça, je vais regarder maintenant les formes d'intelligence. Alors, les formes d'intelligence, quand parle-t-on de formes d'intelligence, comment peut-on savoir qu'il y a une forme d'intelligence? Vous allez dans une autre planète et vous dites, bon, quels sont les éléments que je peux tirer pour voir s'il y a une forme d'intelligence? Ben, tout d'abord, si il y a déjà, je ne veux pas dire, ici il n'y a pas forcément, on va dire, une hiérarchie. Hein. C'est pas hiérarchique ce que je vais mettre ici. Bon, je tape en vrac. Je tape en vrac. Bon, déjà, s'il y a une expression orale par rapport à des interlocuteurs, ils savent discuter entre eux par un langage, hein, il y a un langage commun, un langage qu'on appelle un langage maternel ou un langage, vous êtes dans une planète, ils parlent à leur façon, glou 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 glou, glig glig glig, glac glac glac, ils se comprennent, ben voilà, c'est déjà une forme d'intelligence. Mais c'est pas la seule. Si maintenant en plus de ça, vous voyez qu'il y a une expression écrite, ce sont des dessins, l'écriture c'est des dessins. Ben, vous écrivez la lettre L, c'est un dessin. C'est une expression écrite, donc c'est du dessin qui est écrit sur une feuille de papier ou sur un mur ou peu importe le support. Mais en tout cas, l'expression écrite, c'est un dessin qui, je veux dire, traduit voilà, l'expression orale. S'il y a une forme d'expression orale, il y a déjà une forme d'intelligence. S'il y a une forme d'expression orale et écrite, il y a aussi une forme d'intelligence. Maintenant, si vous allez me dire, ouais, moi, les gens savent tirer voilà, des déductions, etc., ben, c'est qu'il y a une forme de logique. S'il y a une forme de logique, ça veut dire qu'il y a une forme d'intelligence. Alors, si certains savent faire des traductions, ils savent savoir que signifient les traductions entre voilà, des signifiés, signifiants, signifiés. Là, on peut se dire directement que là aussi, il y a une forme de logique qui va ressortir parce que pour faire les traductions, ben, il faut décoder. Décoder, c'est une forme d'intelligence. Alors, avoir de la créativité, la créativité est une forme d'intelligence, quelle qu'elle soit. Vous faites une flèche, quelqu'un qui va créer une petite flèche, c'est une forme d'intelligence, parce qu'il doit savoir comment le construire voilà, de bout à bout. Si c'est un processus à la chaîne, voilà, il va faire une telle pièce, telle pièce, telle pièce, et puis après, il va tout remonter toutes les pièces qu'il a fait, il va les assembler, ce qu'on appelle un assemblage. Aussi simple soit-elle, aussi compliquée soit-elle, c'est une forme d'intelligence. Maintenant, si elle est très compliquée, je pense par exemple aux créateurs de puces électroniques. Maintenant, on est dans le système, voilà, on a des systèmes optiques qui permettent de voilà, faire de la photogravure, je veux dire, au millionième et au-delà. C'est des machines qui font ça et ils vous créent des micro-puces. Et ces micro-puces-là, ben, c'est une forme d'intelligence très, très évoluée. Parce que je veux dire, bon, c'est des machines, déjà, elles coûtent cher parce que justement, elles ont été créées de façon, je dirais, hyper complexe pour essayer d'avoir une microgravure la plus pure possible. Et là, voilà, voilà, que la pièce, quand elle va être créée, ben, la micropuce va pas, je veux dire, va pas tomber en défaillance, va pas défaillir au premier usage, Tellement c'est petit, on pourrait croire que bon, ça va tout de suite, voilà, au premier courant qui va rentrer, je veux dire, ça va éclater. Ben non, justement, ça tient bien, les micropuces, un ordinateur,
il y a des micro-puces, voilà, et là, vous vous rendez compte que ça tient longtemps. On pourrait croire que c'est tellement petit au niveau des puces que quand le courant va rentrer, mais je veux dire, il va tout brûler. Mais non, c'est tellement bien fait. Donc ça c'est une forme d'intelligence humaine très développée pour savoir faire des machines comme ça. C'est parce que c'est d'abord les machines qui créent, hein. C'est les créateurs de ces machines-là qui ont la prouesse technique pour... après, bon, maintenant, ils mettent ça dans une usine et au travers d'une chaîne, mais ils permettent, il y a les dessinateurs, et puis après, il y a tout l'assemblage, voilà, la création des puces, voilà, et le développement, parce qu'une puce n'est pas l'autre. Alors, il y a aussi la modélisation. Savoir faire de la modélisation, ça fait passer aussi de la forme d'intelligence artificielle, de la forme d'intelligence. Donc celui qui sait modéliser, ben, il met sa création en œuvre, sa créativité en, met de la créativité en, voilà, je sais pas comment on peut dire. Bon, il met de la créativité en œuvre. On va dire ça comme ça. Alors, vous voyez que tout ça, modélisation, vous allez me dire, oui, c'est normal que ces formes d'intelligence, la création, la modélisation, la traduction, de signifiant, signifier, la logique aussi, l'expression écrite, l'expression orale. Effectivement. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ici, la logique, avant toute chose, il faut une expression orale. Voire expression écrite avant d'établir toute logique. Parce qu'elle est basée sur des propositions. Les propositions, ben voilà, c'est déjà des phrases toutes faites avec, voire du vocabulaire qui est intégré dans ces phrases toutes faites. Donc en fait, vous voyez qu'il y a d'abord une grammaire avant d'adapter à la logique et des opérateurs logiques. Donc vous voyez que il faut une expression orale et écrite avant toute chose, avant de parler de logique. Alors maintenant, et c'est là que les animaux vont intervenir, c'est l'adaptation. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une personne qui va aller vivre voilà, dans la forêt. Bon, tout le monde ne va pas s'adapter. Et donc, c'est une forme d'intelligence. L'adaptation, c'est voilà, l'adaptation, notamment au changement. Au changement, euh, voilà, c'est une forme. L'adaptation au changement est une forme d'intelligence. Celui qui ne sait pas s'adapter, c'est que bon, je veux dire, il a un manque, voilà, euh, d'intelligence. Alors tout ce qui est tout ce qui est peur, je veux dire, tout ce qui est processus interne au cerveau est une forme d'intelligence. Parce que bon, celui qui n'a pas peur d'un lion, c'est qu'il a un problème, hein. Ouais, normalement, la logique veut que quand on voit un lion, on se dit c'est un animal dangereux. Si c'est un animal dangereux, ben, il faut prendre la fuite pour éviter, je veux dire, de se faire dévorer par le lion ou l'ours ou quelque chose comme ça. À moins qu'on soit plus fort que le lion ou l'ours, mais avoir les crocs de l'ours ou du lion, ben, on se dit, bon, celui qui veut tenter, il n'y a pas de problème. Mais bon, si après il va se faire dévorer, parce que on sait très bien combien pèse un lion, combien pèse un ours, combien pèse un être humain. Et je veux dire, voilà, les griffes qu'a l'ours, et voilà, les crocs qu'ils ont, les lions, les guépards, etc. Donc la peur, c'est la première des choses de raisonnement. Donc la logique, c'est quoi? Bon, animal dangereux, qui dit animal dangereux dit expérience. On peut se faire voilà, manger par l'ours ou le lion. Donc il faut processus de fuite. Donc ça c'est un processus cognitif tout à fait normal. Maintenant, il y a peur et peur. Il y a des gens, ils ont peur de tout et de rien. Enfin, de rien du tout. Et ça, bon, c'est aussi une logique. La peur doit être, je veux dire, euh, on doit s'adapter à la peur et avoir, savoir la canaliser. Donc c'est-à-dire que il ne faut pas que on doit être entre deux bornes. Trop avoir peur, ça ne va pas, et ne pas avoir peur non plus, ça ne va pas. Parce que maintenant, ne plus avoir peur, on ne connaît plus les dangers. Quelqu'un qui monte, je veux dire, sur un bâtiment très haut, qui n'a pas l'expérience voilà, de pouvoir monter, de s'accrocher correctement jusqu'au dessus et de tenir jusqu'au dessus, parce que c'est très et de ne pas avoir le vertige. Mais le gars qui s'entraîne et qui il peut le faire, mais quelqu'un qui ne s'entraîne pas, qui n'a pas peur, qui monte, et bon, arriver à 20 mètres de hauteur, bon, je veux dire, il va plus tenir parce que, un, il n'est pas préparé, deux, je veux dire, il a pas pris voilà, les prérogatives qu'il fallait pour pouvoir aller au-delà de 20 mètres et donc il ne tenait plus parce qu'il n'a plus de force, ou voire il est blessé aux mains et donc il risque de chuter. Donc il a pris trop de. Il a vu trop. Il a pensé qu'il pouvait, mais en fait il ne pouvait pas. Voilà, entre penser et le faire, il y a une grande différence. Voilà. Et donc là, il y a aussi euh,
les mobilités, savoir bouger. Alors c'est là qu'on les insectes, bon, ils bougent d'une certaine façon, mobilité. Alors j'appelle ça des mobilités ingénieuses, hein, notamment les êtres humains, bon, pour pouvoir bouger, ils ont créé des routes, pour pouvoir aller d'un point A à un point B, ils ont créé des chemins de fer, ils ont créé voilà, des mobilités par voie aérienne, par voie... la première chose qu'il a fait, l'être humain, bon, c'est de pouvoir bouger. Et après, il s'est dit, bon, on va sortir, on va faire la conquête spatiale. Mais avant toute chose, il a pensé aller, comment aller d'un point A à un point B, à un point B par les mers, par bateau. Après, bon, si ça prend tant de temps, on a fait les avions, les hélicoptères, etc. etc. Voilà. Mais disons que c'est la mobilité ingénieuse. Mais déjà, savoir marcher pour aller d'un point A à un point B, comme le font les animaux pour aller chercher une source d'eau, mais pour pouvoir s'abreuver, ben, je veux dire, les animaux ont une forme d'intelligence. Alors, pour ça, ont-ils du raisonnement? À croire que oui. À croire que oui. Mais ce raisonnement, justement, c'est pour ça que je suis en train de voir cette partie-là, c'est que le raisonnement, c'est un processus cognitif, effectivement, que les animaux auront, mais ici, n'aura pas la prise de décision. Ben oui, l'animal peut faire une prise de décision. Un test d'une argumentation, ça, là c'est là que il y a certains points que les animaux n'auront pas. Voilà. Alors, tout en évitant l'erreur et l'illusion, effectivement, parce que je veux dire, contrer la peur, c'est ne pas se tromper. Celui qui n'a pas peur, il risque de se tromper et de se faire dévorer. Et donc, les animaux, quand ils ont peur, ils savent très bien pourquoi ils partent. Ils savent bien que les êtres humains peuvent l'attraper pour le manger ou pour le chasser. Et donc, ils ont peur des êtres humains. Donc, par expérience, ils ont peur des êtres humains. Sauf s'ils sont, comment on appelle ça, si les êtres humains font du bien aux animaux, à ce moment-là, ils viendront vers eux. Et si l'être humain prend soin des animaux, les animaux viendront près d'eux sans aucun souci, parce qu'ils seront apprivoisés. Il y aura une amitié, je veux dire, entre eux. Et là, ils savent bien que, bon, pour tel être humain, ben, il ne risque rien. Alors, d'autres formes d'intelligence peuvent intervenir. La présentation corporelle. Quelqu'un voilà, qui fait très attention à sa tenue vestimentaire, à son hygiène, etc. C'est une forme d'intelligence. Il va choisir ses produits voilà, de beauté, il va choisir ses vêtements, il va choisir sa façon, sa tenue d'habillement. Notamment, quand je dis présentation corporelle, c'est aussi une présentation voilà, à l'intérieur de son chez soi. Il va se présenter correctement, je veux dire, sa cuisine, présenter de manière hygiénique et présentable son salon, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais rentrer dans une forme d'intelligence qui commence à voilà, se mesurer à une certaine forme de logique, notamment les simplifications. Le fait de faire des simplifications, notamment en mathématiques, simplification, c'est réduire au minimum, à des expressions les plus simples, quelque chose qui est compliqué. Donc l'être humain, quand il voit quelque chose de compliqué, mais il n'aime pas travailler avec le compliqué, il va essayer de simplifier. Comment bon, la simplification peut intervenir de différentes façons. C'est par tâche, on va dire, d'enchaînement. Il va se dire, bon, ça, je peux le diviser comme ça je peux, voilà, ça fait partie des suites. Voilà, j'en parlerai dans ma démonstration quand il s'agira de démontrer la partie suite. Là, cette partie-là concerne voilà, les hypothèses et donc qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre par rapport à la démonstration. Après, dans l'enchaînement, mais j'expliquerai la partie suite, la partie limite, la partie et ainsi de suite. Et on va décortiquer quelque chose qui est compliqué en quelque chose de plus simple pour arriver voilà, à démontrer par exemple un théorème. Un théorème. Et donc là, on est dans l'argumentation, il faut argumenter pour arriver à énoncer ce qu'on raconte est vrai. Voilà. Et donc que ce ne soit pas contredit par une contre-vérité. Le problème, il est là. Donc dans la démonstration, ben, il faudra simplifier par, on va dire, mini-blocs. Si c'est un grand bloc, ben, le décomposer en mini-blocs. Une habitation, mais c'est différentes parties. On va la décomposer. Bon, on va faire de l'électricité, le plafonnage, voilà. On va faire la toiture, on va faire c'est dans un ordre prédéfini. Bon, on ne fait pas la toiture avant d'avoir commencé, je veux dire, les caves. On va dire comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, il y a la voirie, il y a le jardin, il y a etc. Il y a toute une construction. Voilà. Alors maintenant,
les simplifications. Maintenant, on peut, à partir de quelque chose de simple, la complexifier hein, pour donner des théories. Complexification. Voilà, complexification. Par exemple, et c'est pour ça qu'on dit un complexe industriel, parce que bon, un complexe industriel, généralement, c'est quelque chose de complexe. Complexe industriel. Et voilà, et on peut complexifier un processus de fabrication, notamment un processus chimique, on va le complexifier, on passe par des fours, par des, voilà, des appareillages de, voilà, comment on appelle ça, de plusieurs multiprocess. Il y a multiprocess avant d'arriver à un process final. On a un multiprocess et donc il faut fabriquer toutes les cuves, voilà, les cuves, tous les fours, voilà, tous les passages qui vont, voilà, des fluides et des aliments ou des, voilà, si c'est une société, voilà, d'alimentation, euh, etc. Il faudra fabriquer tous les fours, tout ce qui est régulation, tout ce qui est, voilà, partie électrique du complexe, tout ce qui est partie, je veux dire, stockage des matières premières, tout ce qui est partie euh, 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 zone dangereuse. Zone dangereuse, tout ce qui est transport, on va l'adapter dans une certaine zone pour pouvoir accueillir les transports, et ainsi de suite. On peut complexifier, je veux dire, les choses. Donc, par exemple, les usines, il y a des usines, bon, assez simples. Vous rentrez, bon, vous ressortez tout de suite avec un camion, parce que bon, c'est juste une société de, voilà, comment on appelle ça, euh, une société où on va faire de la logistique. Hein, logistique, bon, le camion, il rentre, il prend ses matières et puis il va les redistribuer, tel par exemple, voilà, ce que font euh, les sociétés des postes. Il y a une certaine, bon, c'est pas, une société de poste n'est pas aussi compliquée qu'une société, voilà, industrielle, pétrochimique, voilà, qui fabrique par exemple des plastiques. Vous comprendrez que l'un et l'autre n'ont pas la même prétention, et il y en a un qui est beaucoup plus complexe que l'autre. La société, voilà, pétrochimique est bien beaucoup plus complexe que, voilà, une petite entreprise, voilà, de transport qui fait du transport. Là, le camion, il arrive, il prend ses marchandises et puis il va les envoyer d'un point A à un point B. Voilà. Alors un complexe, voilà, pétrochimique, c'est tout un process de fabrication avec, il faut faire attention aux températures, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à là, aux pressions, il faut faire attention à tous les produits. Et notamment, on peut avoir des produits dangereux et avoir des explosions au sein de l'usine. Et c'est bon, généralement, ça, c'est des zones Céveso, c'est-à-dire des zones qui doivent être mis à l'abri voilà, de lotissement ou d'habitation à distance, et en plus accessible facilement aux services de secours tels que, voilà, service d'incendie. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui est une forme d'intelligence? L'énumération. L'énumération par liste ou par nombre. Hein. Voilà, voilà, je peux énumérer par 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, le calcul vient de là, du mot caillou. Bon, avant, quand on venait chercher les animaux, ben, on mettait des cailloux en lieu et place d'un animal sorti, ben, c'est un caillou. Deux animaux sortis, c'est deux cailloux. Trois animaux sortis, c'est trois cailloux. Ou trois morceaux de bois, ou quatre morceaux de bois, et cinq morceaux. Soit en bois ou en caillou, mais généralement c'était des cailloux, c'est pour ça qu'on dit calcul. D'ailleurs, un calcul rénal, c'est un caillou qu'on a dans le rein. Voilà, qu'il faut extraire, bien sûr. Hein, qu'il faut extraire du rein, parce que il y a des petits cailloux, des gros cailloux, voilà, qui peuvent se loger dans le rein. Bon. Et donc qui crée des douleurs et, je veux dire, des mauvais passages, voilà, au niveau des urines. Alors, qu'est-ce qui est aussi forme d'intelligence? C'est la comptabilisation. Alors, l'énumération n'est pas une comptabilisation, hein. Pas forcément. Euh, Pas forcément, mais on peut avoir une énumération qui est une comptabilisation, mais l'énumération, c'est lister. C'est lister. Voilà. On va dire, dans l'énumération, on trouve ça, voilà, dans l'énumération, dans les ensembles. Théorie des ensembles, on a des énumérations, on énumère par liste, voilà, les objets. La comptabilisation, là, c'est vraiment du calcul. Hein. On compte 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est du calcul. Donc, une forme d'intelligence, c'est la comptabilisation. La comptabilisation. Alors, la division par part, la division, et donc nos ancêtres qui divisaient, qui ont trouvé les fractions, ben, c'est une forme d'intelligence. Et donc, la division permet du calcul, parce que c'est une des opérations, voilà, de mathématiques, plus moins fois divisé. Là, on retrouve la division, c'est une opération.
Voilà. Et donc savoir diviser en parts, notamment en parts égales, par exemple, pour créer des fractions, eh bien c'est aussi une forme d'intelligence. Alors comme bien sûr vous aurez compris, les paroles, attention qu'ici, les paroles, quand je dis paroles, saines ou malsaines, ben, c'est une forme d'intelligence, hein, que même si elle est malsaine, c'est comme ça. Et maintenant, dans la logique, on entreprendra des choses saines. Paroles malsaines, les discussions, savoir discuter, c'est aussi une forme d'intelligence. L'amitié, etc. L'amitié, tout ce qui est, je veux dire, il y a tout ce qui est cognitif et qui a rapport avec le cognitif. Tout ce qui a rapport avec le cognitif, c'est une forme d'intelligence. Alors, je ne sais pas si j'ai aimé, mais la catégorisation, effectivement, il y a la modélisation, savoir catégoriser, et donc la théorie des, voilà, la théorie des ensembles va intervenir ici, la catégorisation, et ainsi de suite. Et ensuite, donc, les numéros, on va dire, les formes d'intelligence, donc, à voir avec le raisonnement. Alors, les raisonnements sont de différents points de vue. On a le raisonnement ludique. Ah, on peut s'amuser, avoir des raisonnements au travers des jeux de réflexion. On peut avoir des raisonnements de type névrotique, et oui, et ça faut en tenir compte. Et là on voit tout de suite que bon, il y a des gens bon, qui parlent bien effectivement, mais il y a une forme de névrose qui est ressentie chez elles. Et notamment, les raisonnements vont se baser sur justement leur névrose, le raisonnement névrotique. Alors bien sûr, il y a les raisonnements, comme je vous ai dit, on pourra trouver des raisonnements sains et d'autres malsains. Voilà. Il y a des raisonnements qui seront, et là la logique va intervenir ici, des raisonnements qui sont vrais et des raisonnements qui sont faux. Et maintenant il y a des raisonnements où on ne pourra rien dire. Par exemple, il y a une enquête, on cherche, mais on n'en est la vérité, il n'y a rien qui est vrai, rien qui est faux. Donc raisonnement veut dire rechercher. On recherche. Ben, on ne sait pas, on ne connaît pas la vérité. On ne sait pas. Par exemple, dans une enquête, on ne trouve pas un coupable, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne détient ni le vrai. On a des éléments, oui, mais on ne connaît pas ce qui s'est passé. On n'a pas la vérité. On n'a pas, on ne sait pas ce qui est faux, on ne sait pas ce qui est vrai. Donc on est dans l'incertitude. C'est un raisonnement recherché qui est incertain. Voilà, il est incertain. Alors, ici, je pourrais rajouter catégorisation, enchaînement d'idées. Les enchaînements d'idées. Les enchaînements d'idées, c'est voilà, c'est les enchaînements d'idées, c'est aussi une forme d'intelligence. Autre chose, les mises en adéquation. Tout ce qui est bien sûr comparaison, plus grand, plus petit, etc. Majoration, minoration. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'outils mathématiques qui permettent d'aider ça. Par exemple, dans la comparaison, on a plus grand, plus petit, voilà. Plus grand, plus petit. Il y a ce qu'on appelle, on va créer un ordre, on va se dire, bon, on sait voir quand des nombres sont plus grands ou plus petits. La majoration, on saura voir qui est maximum, qui est minimum, qui est majorant, qui est ce qui est minorant, etc. En mathématiques, bien sûr. Hein.
La comptabilisation pourra faire des plus moins fois divisés, et multipliés, et ainsi de suite. Donc déjà, ici, les mathématiques vont aider beaucoup ici. Donc ça, c'est... les mathématiques vont aider dans ceci. Beaucoup. Même dans la comptabilisation, division de parts. Voilà. Maintenant, ce qui va aider ici, l'expression orale, bon, c'est tout ce qui est expression orale écrite. Voilà, c'est le langage maternel qui va permettre, voilà, parole saine, discussion, voilà, amitié et cognitif en rapport. Voilà, c'est ceci. Bon, tout ça, ça peut être avec de la parole. C'est pas des mathématiques. Voilà. Alors, ce qui est psychologique, adaptation au changement, pur processus, mobilité ingénieuse, présentation corporelle, voilà, tout ça, c'est, on va dire, du psychologique. Donc, il y a des aspects, ouais, dans le raisonnement. Le raisonnement traite à différentes choses. Là, le raisonnement a trait au psychologique. Psychologique. Là, c'est le point de vue mathématique. Là, c'est le point de vue, on va dire, langue maternelle. Là, discussion, amitié, etc. Bon, ça, c'est du psychologique aussi, mais ça a à voir avec le psy et la langue maternelle. Cognitif, c'est du psychologique, voilà, ces rapports. Simplification, complexification, on peut retrouver ça en mathématiques. Mise en adéquation en mathématiques. Voilà. Et alors, bon, la logique, ben, c'est de la logique pure. Hein. Je parle en termes de logique pure ici. Logique pure. Traduction signifiée en termes de logique pure. Création, ça peut être beaucoup de milieux. Voilà. Modélisation, ça peut être de l'ingénierie. Simplification, complexification, ça peut être des mathématiques ou de l'ingénierie. La catégorisation, ça peut être aussi de l'ingénierie. L'enchaînement d'idées, ben, ça peut faire partie, voilà, de la logique. De la logique. Donc maintenant, en voyant ceci, ben, vous commencez à voir, bon, que le raisonnement a à voir avec une forme d'intelligence. Et alors, les raisonnements peuvent être différents types. Ludiques, névrotiques, voilà, de différents types. On va dire ça comme ça. Alors, on peut avoir aussi des raisonnements bidons. Hein. Voilà. Des raisonnements bidons. Des raisonnements qui n'ont ni queue ni tête. Mais ça fait partie du raisonnement. Raisonnement bidon. Maintenant, le tout, pour éviter que ce soit bidon, justement, il faut s'attacher à des théories. Et c'est là que vont intervenir, voilà, le raisonnement. Alors maintenant, je vais me cadrer, maintenant, c'est fini d'émettre des idées à tout bout de champ comme ça. Maintenant, je vais me cadrer par rapport à ça. Bon. Donc maintenant, on va commencer à se dire, bon, il faut quand même, pour faire de la logique, bon, créer un cadre pour ne pas éviter de s'étaler et de se dire, bon, c'est tout ça, c'est tout ça. Effectivement, c'est tout ça. Même les animaux ont tout ça. Mais maintenant, on va se cadrer par rapport à un processus, voilà, cognitif permettant de poser un problème de manière réfléchie. En vue d'obtenir un ou plusieurs résultats. Attention qu'il n'y a pas qu'un résultat, forcément qu'un résultat. Alors, l'objectif de ça, c'est d'un raisonnement, est de mieux cerner, comprendre un fait et d'en vérifier la réalité en faisant appel alternativement à différentes lois et des expériences. Bon, voilà. Donc ici, je vais tenir, voilà, compte de la logique comme je viens de voir. On va cadrer les choses. La logique. Et donc, la logique, quelque part, c'est une étude. Hein. C'est une étude de forme. Alors, j'ai vu tous les raisonnements. Ici, je vais mettre une forme valide. Une forme valide de raisonnement. Une forme valide de raisonnement. Donc, on va déjà se cadrer à une forme valide de raisonnement. Donc, la logique va répondre à une étude de forme valide de raisonnement. Donc, c'est pas n'importe quel raisonnement. C'est pas un raisonnement bidon. C'est pas un raisonnement, je veux dire, de n'importe quel type. C'est une forme valide de raisonnement.
Alors, ici, je vais expliquer donc le raisonnement valide. C'est ce qu'on appelle une inférence. Ici, je vais prendre en compte que c'est une inférence. Bon, inférence dite logique. Alors, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une action cognitive. Donc, si elle est cognitive, elle provient directement de la pensée. Donc, bien sûr, penser de l'être humain. Ici, je vais considérer que c'est un raisonnement valide. Oui, valide. Une forme de raisonnement valide. Donc, c'est une action cognitive d'un être censé penser correctement. Donc, à toute logique, il pourra y répondre, à toute logique. Donc, en fait, les animaux, là, à ce moment-là, ils sont restreints par rapport à toute logique. Si les animaux n'ont pas la logique, voilà, que l'être humain a. Le plus haut, la personne la plus, enfin, l'animal le plus intelligent, ben, c'est, on va dire, l'être humain. Donc ici, je parlais en termes d'action cognitive, c'est-à-dire opération de pensée. C'est une opération de pensée. Et donc, qui dit opération de pensée, ben, on comprend qu'il y aura des opérateurs logiques, puisqu'il y a des opérations de pensée. Le tout, c'est de comment travailler tout ça pour avoir des opérateurs logiques. Opération qui dit opération dit opérateur logique. Alors, comme j'ai dit, là viendront des outils tels que les notions ensemblistes et les structures, comment est-ce qu'on appelle ça, les structures, je l'ai dit tout à l'heure, la logique des structures. La logique des structures. Donc c'est les deux plus gros outils qui vont venir nous aider là-dessus. La logique des structures. C'est une structuration en fait qu'il faut mettre en compte pour savoir comment établir qu'un raisonnement est vrai ou faux, et ainsi de suite. Et comment établir une certaine vérité par rapport à un énoncé qui sera une proposition. On va dire ça comme ça. Donc vous commencez à voir un petit peu voilà, où je veux en venir. Donc c'est une action connective, une opération de la pensée, provenant de la pensée. Alors, et justement là, quand on dit expérience, qui à partir de l'expérience, qui, donc la pensée, tout ce qu'il y a dans la tête, c'est l'expérience. Bon, on va mettre du contenu dans le cerveau, et à partir de ce contenu qu'on a, qui est globalisé, voilà, dans le cerveau, qui est consigné dans le cerveau, qui est à l'intérieur du cerveau, qui est intégré dans le cerveau, à partir de l'expérience vécue, ben, on va tirer voilà, euh, des, des conclusions. Alors, je ne peux pas dire directement que c'est des conclusions parce que je vais essayer de créer la définition correctement. Donc c'est un raisonnement, c'est une inférence logique, c'est une action cognitive, c'est-à-dire une opération de la pensée qui, à partir de certaines connaissances, alors quand on est petit, bon, on n'a pas beaucoup de connaissances, mais après, quand on grandit, on a plus d'expérience, et donc on peut avoir plus plus on a de connaissances de vie, par exemple, de vie, ne fût-ce que de vie, des expériences de vie, mais plus on peut tirer des conclusions. Donc, à partir de certaines connaissances qui sont globalisées ou consignées dans les prémices, ben, on en tire une autre connaissance. On en tire une autre connaissance. Et là, elle est consignée, globalisée dans la conclusion.
Bon, vous voyez que là, ça commence à cadrer vraiment les choses au niveau de la logique. Hein. C'est plus du tout n'importe quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, euh, la logique va répondre à une forme valide de raisonnement, et le raisonnement, c'est une inférence logique, c'est-à-dire une opération de la pensée. Voilà, de la pensée, ça peut être de l'intelligence artificielle, je vous dis tout de suite, voilà, qu'à partir de certaines connaissances qu'elle a, qui est consignée ou globalisée dans les prémices, ben, on en tire une autre connaissance consignée dans la conclusion. Et là, bien sûr, sans plus devoir. Donc là, on a, à partir de certaines connaissances qui sont consignées, voilà, on en tire nécessairement une autre connaissance consignée dans la conclusion, sans plus devoir recourir à l'expérience. Parce qu'en fait, c'est consigné, c'est écrit. Vous avez, on va dire, c'est, quand je dis globalisé, ça veut dire qu'il est inscrit. C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur. Ben, c'est ce que fait l'intelligence artificielle. Bon, une fois qu'il le sait, il le sait. C'est-à-dire que euh, une fois qu'il est stocké dans la mémoire, ben, ça y est, c'est un fait qui est dans la mémoire. Donc il ne doit plus recourir à l'expérience parce qu'en fait, il le sait. Il sait bien que ça, c'est dans le cerveau. Ben, voilà, c'est une vérité. Si ça, c'est une vérité, ça reste une vérité. Sans plus recourir à l'expérience. Ce qui veut dire, en d'autres termes, si je pars des prémices pour arriver, je pars des connaissances. Là, on a des connaissances. Des connaissances qui sont, on va dire, globalisées, je veux dire, qui sont consignées. Voilà. Ben, on va les rechercher. Et bien sûr, là, vous aurez compris, c'est qui? C'est la pensée. La pensée, elle est là. Bien sûr, les prémices, on va les rechercher. Bon, ils sont peut-être dans le cerveau, ils sont peut-être dans un ordinateur, ou ils sont peut-être dans un bouquin, ou ils sont, voilà. Les connaissances, bon, vous allez les rechercher, ils ne sont pas forcément dans le cerveau. Voilà, ils peuvent être, ça peut être le fruit, voilà, ça provient de livres, voilà, de cours, voilà, ça peut provenir du cerveau si vous les connaissez, vous avez les connaissances dans le cerveau, il n'y a pas de problème. Voilà, mais ça, de livres, de cours, voilà, voilà, ça provient d'un processus pédagogique et ainsi de suite. Bon, c'est des connaissances qui viennent de partout. C'est toutes les connaissances qui, donc les prémices. Vous tenez à quelque chose, voilà, qui sont déjà vrais et qui sont tenus pour vrais dans des livres. Bon, quand vous faites 4 plus 4, ça fait 8. Hein. 4 plus 4, ça fait 8. Vous l'avez appris à l'école. Bon, bien sûr, dans certains groupes, par exemple, dans 4 plus 4, ça fait 8. Voilà, dans Z, c'est vrai. Dans N, c'est vrai. Voilà, dans R, c'est toujours vrai. Voilà, et dans C, c'est toujours vrai. Parce que ici, vous allez avoir 4 plus 0J, plus 4 plus 0J. 4 plus 4, ça fait 8 plus 0J. Voilà. Ce qui peut s'écrire aussi, 0 fois J, ça fait 0. Ben, ça peut s'écrire 8. Voilà. Donc, c'est vrai dans tout ça. Maintenant, est-ce que 4 plus 4 fait 8? Dans les groupes que je vous ai dit, oui. Voilà. Donc, il faut dire dans quel groupe. Parce que si vous faites en binaire, 4 plus 4, ça fait pas 8. Hein. Parce qu'en binaire, vous êtes soit 0 ou 1. Le résultat est soit 0 ou 1. Par exemple, 4 plus 4 en binaire, ce sera ceci. Je prends, voilà, sur 4 bits. Je prends sur 4 bits, 1 bit, 2 bits, 3 bits et 4 bits. Voilà, alors là, j'aurai, pour avoir 4, voilà, ça c'est 0. Alors c'est 0, 1, donc c'est deux états. Donc 2 exposant 0, plus 2, c'est un polynôme, où les x sont les deux exposants. Voilà, ici vous avez, je vais le mettre à l'envers, hein, on aura x cube plus x carré plus x exposant 1 plus x exposant, voilà, ça c'est un polynôme de troisième degré, voilà.
Alors les coefficients que je vais mettre, ils ne peuvent valoir que... D'abord le x, c'est plus x, c'est 2 au cube, 2 au carré, c'est une base 2. Parce que ce soit 2 états, 0 ou 1, là, c'est une base 2, plus 2 exposant 0. Et là, le coefficient, il vaut 0, 1. Et là, par exemple, ici, pour avoir 4, mais 4, c'est quoi? C'est 2 exposant 2, ça fait 4. Donc, ce qui veut dire que ceci doit valoir 0 en décimale. Donc, c'est-à-dire que le 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, là, on aura 0, là, on aura 0, là, on aura 1, on aura 0. Voilà. Là, c'est 4. 2 exposant 2, ça fait 4. Donc, ce qui veut dire que si je fais la somme binaire de 4, voilà, 4 plus 4 en binaire, l'addition, mais 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 1 avec un report de 1. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Donc on aura 1 plus 1. Non, 1 plus 1, ça fait 0. Et là, on a 8. Parce que si vous faites dans le système décimal, vous mettez 3. 3 plus 0, ça fait 3. 7 plus 3, ça fait 10. Là, vous retombez là. 5 plus 1, 2, 7, ça fait 8. Vous avez un report, ça fait 10. Donc ici, c'est le même. 1 plus 1, ça fait 0. Avec un report de 1. Et donc là, on a bien 8. Ouais, parce qu'on a 2 exposants 3. 2 exposants 3, ça fait bien 8. C'est 1, 0, 0, 0. Ça fait bien 8. Donc ça, c'est bon. Et donc, si je dis que 4 plus 4 en binaire, ça fait 8, non, c'est pas vrai, c'est faux. Puisque 4 plus 4, en binaire, ça fait 1, 0, 0, 0. Ça fait 1. Donc, déjà, le 4 n'existe pas en binaire, puisqu'il faut replacer en 0, 1, 0, 0. Plus 0, 1, 0, 0 est égal à 1, 0, 0, 0. Voilà, donc tout dépend. Les connaissances, bon, vous les sortez, comme j'ai dit, dans des livres, des cours dans le cerveau, dans l'ordinateur, ce que vous avez vos cours, etc., pour autant que vous avez dit la vérité. Et puis après, bon, vous avez la pensée. Bon, là, c'est le cognitif qui va intervenir, et donc on a le raisonnement, et donc l'inférence va jaillir d'ici. Alors, comme je l'ai dit, la pensée, ça peut être un ordinateur aussi, parce qu'on a l'intelligence, l'AI, l'intelligence artificielle. Voilà. Alors l'intelligence artificielle peut sortir d'autres ordinateurs, voire des mémoires. Voilà, ses connaissances, ses prémices. Hein. Voilà. Et après, bon, justement, vous voyez que le processus, il est décorticable. Ici, on a décortiqué. On a les prémices, voilà. On a l'inférence qui est là. Chacun a sa position. Et là, après, on a une action. La pensée, voilà, c'est une action. L'action de la pensée, voilà, de réflexion. L'action, c'est la réflexion. On a une action aussi. Et puis après, bon, on va avoir d'autres connaissances qui vont jaillir. D'autres connaissances. Ce qui veut dire ici, ben, on est tombé dans un processus de conclusion. Conclusion qu'on appelle une déduction. Une déduction. Et donc, un raisonnement, c'est quoi? C'est une déduction et non une induction. Ce n'est pas induit, c'est déduit. C'est déduit. Un raisonnement, c'est une déduction. Donc le raisonnement est un processus cognitif permettant de poser un problème de manière réfléchie. Donc l'action, c'est de la réflexion. On veut d'obtenir un ou plusieurs résultats. Voilà, l'objectif d'un raisonnement est de mieux cerner, comprendre un fait ou de vérifier la réalité en faisant appel alternativement
à différentes lois. Bon, ça c'est les prémices. Et à des expériences, qui sont aussi des prémices. Mais on va se baser sur des connaissances déjà établies. Hein. Bon, l'expérience, le problème, c'est que l'expérience, si vous avez fait une certaine expérience qui n'est pas jugée, je veux dire, favorable, les gens vous disent, oui, mais ça, c'est pas bien. Ce que vous faites, si, c'est bien ce que je fais, c'est mon expérience, j'ai toujours fait ça, voilà. Non, non, c'est pas bien ce que tu fais parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Mais voilà, vous n'acceptez pas une certaine forme de réalité, vous êtes toujours dans votre expérience, mais il faut aller voir dans les livres comment ça se passe. Vous devez aller voir dans les livres comment on fait telle chose. Et puis, si vous vous rendez compte que dans les livres, bon, par rapport à votre propre expérience, mais c'est pas la bonne expérience qu'il faut établir, ben vous êtes dans le faux. Donc c'est pour ça que vous mieux éviter son expérience personnelle. Il faut aller voir dans les bouquins ce qu'ils racontent. Parce que parfois, par exemple, maçonner à un mur, certains vont maçonner d'une certaine façon, et ils expliquent dans les bouquins, voilà, comment bien maçonner un mur. Comment, par une vidéo, comment bien réaliser un mur, quelle est la proportion de sable, de ciment, voilà, comment mettre à niveau le niveau, comment mettre à niveau les niveaux, pour pouvoir voir si un mur est de niveau. Et ça, je veux dire, bon, il faut aller voir dans les bouquins, avoir une formation de base qui vont vous donner les meilleurs éléments d'expérience, la vraie expérience, et pas celle dont vous prétendez que vous vous basez sur votre expérience qui n'est pas forcément la bonne expérience, parce que peut-être que vous vous trompez, vous n'avez pas la science infuse pour faire un bon mur, vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas tous les bons éléments, vous êtes basé sur votre propre expérience qui vous pensez que c'est la bonne. Et donc c'est pour ça que je dis ici, bon, quelle est l'expérience ici? Bien sûr, c'est l'expérience basée sur les livres, les cours, le cerveau, enfin, sur le cerveau, bien sûr, que vous avez acquis. C'est dans votre cerveau, les prémices, ça peut être dans votre cerveau, mais vous l'avez bien acquis. Vous avez acquis des choses. On vous a dit un mur, c'est comme ça, en formation. On vous a dit c'est comme ça, vous avez retenu, et puis voilà, vous êtes dans le bon. Maintenant, certains, ils font un mur, ils croient qu'ils savent faire tous les murs, voilà, parce qu'ils ont mis quelques, voilà, ils ont mélangé un jour du sable et du ciment, ils ont pensé que ça y est, c'était parti. Non, il faut savoir, je veux dire, savoir dire ce que dit la science, je veux dire, de la construction. La science de la construction. Donc il faut se baser sur les connaissances de la science de la construction et pas se baser sur sa propre expérience parce qu'elle est peut-être mauvaise. Voilà. Donc là, à partir de certaines connaissances consignées ou globalisées dans les prémices, on en tire une autre connaissance consignée dans la conclusion. Donc vous voyez qu'on a une autre conclusion qu'on appelle la déduction, sans plus recourir à l'expérience de soi, mais on peut quand même aller chercher des expériences qui sont décrites dans des livres, des cours, des cerveaux, des pédagogiques, etc. Enfin, des livres pédagogiques, etc. Et tout, donc le but de tout ça, du raisonnement, c'est de comprendre, mais pas que. Un raisonnement n'est pas que. Un raisonnement, c'est comprendre un fait, d'en vérifier la réalité, voilà, c'est de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est aussi de pouvoir avancer vers des actions, je veux dire, bonnes pour l'avenir. Si maintenant vous avez un tel cas de figure, mais vous avez acquis une forme de raisonnement par rapport à un sujet bien défini, un thème bien défini, mais vous pourrez le transposer à une autre situation qui est ressemblante à celle-là. Donc, une fois que vous avez votre raisonnement là qui est acquis, ben, vous pouvez l'adapter à des raisonnements similaires. J'ai bien dit similaires, je ne vais pas dire des autres raisonnements, des raisonnements similaires. Donc, maintenant, si un mur vous a appris correctement comment faire un mur, vous êtes face à un problème qui est de monter un mur, mais comme on vous a acquis certaines choses, que vous avez les acquis, ben, vous pouvez voilà, établir en toute connaissance de cause de remonter un mur. Bien sûr, il reste encore le point de vue manuel, il y a le point de vue, je veux dire, intellectuel. Vous savez, on vous a montré, mais maintenant, il y a le point de vue manuel, c'est de positionner les affaires dans, voilà, comme on vous a dit, poser les bons actes dans l'art et la manière. Voilà, de faire usage du manuel en correspondance avec avec le cognitif, ce qui vous raconte le cognitif. Il vous dit, cognitif c'est comme ça, par raisonnement, mais il faut procéder comme ça, en manuel. Alors bien sûr, le raisonnement, je terminerai ici en disant que le raisonnement, ici, vous voyez que c'est
ces étapes-là, on va passer par un processus qui est la pensée, un processus d'action. Il y a un processus d'action. Donc on a, avant d'avoir une conclusion, mais on a quoi avant? Attention que c'est chaîné, hein, c'est une chaîne ici. Hein. C'est la pensée. On a une chaîne. Voilà. Avant d'avoir une conclusion, d'aboutir à une autre connaissance, ou de savoir si on a une vérité, savoir si on a une nouvelle vérité, c'est une nouvelle connaissance. Mais avant tout ça, c'est chaîné. Je vous rappelle que c'est chaîné. Avant de prendre l'action, le processus d'action en œuvre, il faut savoir si on a affaire, d'aller voir, voilà, ce qu'en dit les théories, ce qu'en dit déjà les choses existantes là-dessus. Et donc, d'aller rechercher les prémices. Donc, vous voyez la relation qui existe entre les prémices et la conclusion. Entre les prémices et la conclusion, il y a une action, celle de la réflexion. Et donc, c'est une chaîne, hein, c'est chaîné. Hein. On a une chaîne. On ne peut pas avoir d'action de réflexion si on n'a pas de prémices auparavant. Donc, il est vain de commencer à essayer d'établir une réflexion si maintenant, vous n'avez pas les prémices qui sont en adéquation avec ce qui est recherché. Alors, on ne recherche pas n'importe quoi. Hein. On recherche par rapport à ce qui est demandé. Hein. Quand on fait une réflexion, c'est par rapport à un sujet, un thème. On donne un thème, un sujet, et on l'aborde les prémices en fonction de ce thème. On ne va pas chercher des choses qui n'ont rien à voir. Maintenant, s'il y a des choses, c'est ça, il faut des choses ici. Les connaissances qui vont être ici doivent être en lien direct, voire indirect, avec l'action de la réflexion. Voilà, par exemple, vous faites une démonstration. Si vous avez besoin des suites, vous allez chercher les théories sur les suites. Si vous avez besoin, voilà, de voir des structures de groupe, comment elles sont faites, si vous avez besoin de ça, il faut aller les chercher. Donc, structure de groupe, les suites, comment on appelle ça, voilà, une réflexion sur les, si vous avez des séries, voilà, sur des séries, sur des continuités, voilà, en 2D, 3D, voire d'autres types de continuités, hein, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on va rechercher les éléments en rapport direct avec la démonstration pour pouvoir mettre en adéquation les liens qui vont réunir ces éléments-là pour avoir une réflexion et un mode de réflexion. Parce que avoir une réflexion, c'est aussi un mode. Si soit on a un mauvais mode, soit on a un bon mode. Si on a un mauvais mode, peut-être qu'on peut s'en sortir, peut-être pas. Mais si on a un bon mode de réflexion, on va enchaîner les liens pour que tout aboutisse, je veux dire, à la conclusion. Parce que le but ultime, c'est de trouver la conclusion. Tant que vous n'avez pas la conclusion, je veux dire, vous êtes en plein processus de réflexion. Si vous faites un calcul, si vous n'arrivez pas à avoir le résultat du calcul, vous êtes en pleine réflexion. Alors bien sûr, la réflexion se construit. Hein. Alors on peut se tromper, on peut revenir en arrière, voilà. Le tout, c'est de trouver le chaînon de vérité à travers la réflexion. Si vous vous trompez, il est en dehors du chaînon de la vérité. Mais c'est pour ça qu'il faut se vérifier, contrôler tout, si tout est correct, pour que toute la chaîne soit correcte. Pour que la conclusion soit correcte, il faut que toute la chaîne soit correcte. Donc, c'est un processus, je veux dire, qui peut être, voilà, dans ce cas-ci, il est directement de visu en chaîne. Hein. C'est un processus en chaîne. Hein. Donc, prémisse, pensée, prémisse, réflexion et conclusion. Et alors, comme je dis bien, attention que c'est une conclusion. C'est une conclusion. Ce n'est pas une induction. C'est pas une induction. Pourquoi? Parce que justement, quelle est la différence entre la conclusion et l'induction? Et puis je terminerai la vidéo ici. Et c'est là que, donc ici, le processus logique est basé sur la finalité qui est une conclusion et pas une induction. Parce que justement, le raisonnement, c'est quoi? La finalité est une conclusion. Le raisonnement, en finalité, sa finalité a pour vocation
la conclusion et non l'induction. Alors, la conclusion, comme je l'ai dit, bon, on a des données, hein, on a des données, on a des données, on a des hypothèses, on a, ouais, on a toutes sortes de choses pour fonctionner, parce que bon, on va pas partir de rien. Et bon, voilà, si on aboutit à rien, on part de rien, on n'aura rien. Voilà, du vide, on a le vide. Voilà, on ne peut qu'aboutir au vide. On ne va pas partir de rien, on ne peut pas aboutir à quelque chose. Voilà. Et de toute façon, même en science, il y a rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. On ne part pas du vide. Il y a tout un processus de transformation, voilà, de conservation de matière et d'énergie. Voilà, une conservation de matière et d'énergie. Donc on part de quelque chose pour arriver à quelque chose, par transformation. Donc ici, on ne part pas du vide pour arriver au vide. Donc ici, conclusion, elle part des données, des hypothèses. Voilà, on part d'un thème, on part d'un sujet. En tout cas, il y a toujours on a toujours, je veux dire, un point de départ. On a toujours un point de départ. Et bon, ce point de départ, c'est une quête ou c'est une quête ou voire une requête qui est demandée par rapport à des connaissances. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est une requête qui est requête par rapport à des connaissances. Par rapport à des connaissances. Voilà. Donc on a des données, des prémices. Voilà, des hypothèses, des thèmes, des sujets, des quêtes, des requêtes. Bon, qui sont des prémices qui sont, comme j'ai dit, peuvent être liées. Hein. On peut avoir des liaisons chaînées. Ce sont des, voilà, des connaissances, des données, etc., qui sont liées à d'autres sujets qui sont déjà connus. On va dire ça comme ça. Et bien sûr, on tire par, on va dire, un processus de réflexion. Par rapport au processus de réflexion. Donc, c'est-à-dire ici, sans expérience personnelle, hein, sans expérience. Sans expérience personnelle, parce que c'est vrai qu'on pourrait tirer de l'expérience personnelle. Si vous avez des connaissances, il n'y a pas de problème, vous pouvez les prendre. Hein. Sans expérience personnelle, on tire par processus de réflexion sans expérience personnelle une réflexion. Maintenant, l'induction, comment est-ce qu'on pourrait dire, l'induction, on va dire c'est une généralisation. On va généraliser. C'est, en fait, on va dire, on va partir de l'expérience. On va partir de l'expérience. Et on va généraliser. C'est une généralisation en fait, basée sur l'expérience. Alors attention que la conclusion, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand on demande ici que la vocation de la conclusion, c'est d'aboutir à une connaissance qui est vraie. Hein. Bon, c'est pas voilà, de formaliser une connaissance, une conclusion fausse et de se baser sur. Par exemple, j'avais parlé de Newton, ben, c'est effectivement Newton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que bon, les rayons lumineux allaient en ligne droite, que la gravitation ne jouait pas. Bon, je vous dis, il s'était trompé, effectivement, parce qu'Einstein est venu
je veux dire, contredire ça, parce qu'il avait tous les outils, mieux, mais plus d'outils que l'époque de Newton, parce à chaque époque ses outils, chaque époque, je veux dire, on peut démontrer des choses qu'on ne peut pas démontrer à d'autres époques, parce que c'est normal, parce qu'ils ne sont pas outillés. Plus on avance, plus on est outillé, et plus on peut trouver des choses. Mais auparavant, s'ils trouvaient des choses déjà par voilà, le verbiage, c'était déjà bien. Maintenant, c'était pas dit que c'était vrai ou c'est pas dit que c'était faux. Mais comme il sortait toujours des vérités, ben, on a cru vraiment qu'il disait la vérité, parce que bon, c'était un grand savant quand même, il fallait le respecter. Donc, s'il disait ça, c'est qu'on y croyait. Mais c'est pas parce qu'il disait toutes les vérités que c'est pas parce qu'il a d'innombrables vérités que ce qu'il va dire, toutes les vérités sont vraies chez Newton. Mais il a dit énormément de vérités qu'il a démontrées. Donc là, justement, là, on a un processus à vocation de conclusion par démonstration. Il a démontré que c'était vrai. Attends, s'il démontre que c'est vrai et que sa démonstration n'est pas suffisante, voilà, et que d'autres savants interviennent dans sa démonstration et qu'ils voient que bon, bah, il s'est trompé d'espace. Ou il s'est pas trompé d'espace. Oui, lui il était dans un espace euclidien, donc il voit la lumière en ligne droite. Voilà, donc là, pas d'effet de la gravitation, mais la gravitation, là, ça va courber tout, donc on a des espaces courbes. Donc à ce moment, il faut une autre géométrie. Donc lui, il se situait, c'est comme tout à l'heure, quand j'ai vu 4 plus 4, ça fait 8. Ouais, c'est vrai. C'est vrai dans R, dans N, dans Z, et dans Q. Voilà. Mais le problème, c'est pas vrai pour les nombres binaires. Parce que 4, déjà 4 plus 4. Le 4, la représentation, c'est 0, 1, 0, 0. Voilà. L'autre 4, c'est 0, 1, 0, 0. Ben, le résultat, c'est 1, 0, 0, 0. Ça fait 8. 8 en binaire. Donc, ça fait bien 8, mais le chiffrage, le codage, il n'est pas le même. Le codage n'est pas le même. On ne peut pas dire que 8 écrit le dessin 8. Le 8 ici, quand j'écris 8, c'est une codification numérique. Numérique. Alors que ça, c'est pas du binaire. Pour l'avoir en binaire, il faut vraiment écrire ceci. Donc si j'écris 8 plus 8, c'est déjà faux en soi dans l'écriture, parce que j'aurais dû écrire 0, 0, 0, 1 plus 0, 0, 1. Là on a 8. C'est 8 voilà, dans un système numérique tel que le voilà, N ou voire Z ou Q ou R, même, voire même C, parce que c'est 8 plus 0J. Hein. Ici, on peut considérer que c'est 8 plus 0J. Voilà. Dans tout ça, 8 plus 8, ça fait 16. 4 plus 4, c'était 4 parce que j'avais pris 4. Je m'excuse. J'avais pris 4. C'était 4 plus 4. J'ai pris 4 plus 4. 4 plus 4, voilà, ça fait 8. Voilà, mais ça, c'est l'écriture numérique. Donc dans NZQRC, voilà. Mais là, en binaire, c'est 0, 1, 0, 0 plus 0, 1, 0, 0, ça fait 1, 1, 1, 0, 0, 0. Donc je ne peux pas dire que 4 plus 4, ça fait 8 en binaire. 4, 4 plus 4 retraduit en binaire, ça fait 1, 0, 0, 0. Et donc, ou alors peut-être que j'ai mal choisi l'exemple, mais si je prends par exemple, là, un bon exemple, c'est celui-ci. Regardez bien. Voilà. 6 moins 8, ben, est-ce que ça fait moins 2? C'est pas vrai. Ça dépend de l'ensemble. Si vous êtes dans Z, c'est vrai. Q, c'est vrai. Dans N, c'est faux. Parce que N n'a pas d'élément négatif. Si on est dans Q+, c'est faux. Dans Q-, c'est vrai. Dans R, c'est vrai. Dans R+, c'est faux. Dans Z+, voilà, qui est N, Z+, c'est N, voilà, c'est faux, et ainsi de suite. Donc, ça dépend, le résultat d'une valeur dépend de, voilà, du groupe qu'on est, de l'ensemble de départ. Dans l'ensemble de départ. Donc,
on a des données, des hypothèses, un thème, un sujet, une quête, une requête par rapport à des connaissances à traiter, eh bien, pour parler de raisonnement que je vais établir, parce que là, ma définition, pourquoi j'ai établi une définition? Parce que quand je vais tenir une définition, c'est par rapport à la définition que je suis là. Et c'est pas par rapport à d'autres définitions. C'est pour ça que je vous avais dit dès le départ, il faut cadrer ce mot de raisonnement. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement? C'est pour ça que je vous ai mis tout plein de choses tout à l'heure. Voilà, j'ai mis beaucoup de choses. Ouais, qu'est-ce qui est une forme d'intelligence? Qu'est-ce qu'un raisonnement? Bon, on peut mettre en vrac beaucoup de choses, mais le problème c'est qu'il faut cadrer les choses. Et vous voyez qu'ici, si je viens ici, déjà il y a un cadrage. Hein. Ouais, le raisonnement est un processus cognitif permettant de poser un problème de manière réfléchie en vue d'obtenir un ou plusieurs résultats. Déjà, on sait bien qu'on peut avoir une ou plusieurs conclusions. Une ou plusieurs, c'est parfois une, parfois on peut en avoir plusieurs. Voilà. L'objectif d'un raisonnement est de mieux cerner, c'est-à-dire comprendre un fait ou d'en vérifier la réalité pour avoir, en faisant alternativement, voilà, en faisant appel alternativement à différentes lois, à différentes expériences, ceci, voilà, quel que soit le domaine d'application. Maintenant, bien sûr, ça demande un raisonnement. Hein. Enfin, ça demande une action réfléchie. Voilà. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas prendre l'expérience et généraliser. Parce que si vous prenez de l'expérience et vous généralisez, vous n'avez plus une conclusion mais une induction. Vous induisez. Voilà. Et l'induction, voilà, n'est pas bonne pour le raisonnement. Parce que vous généralisez. Généraliser, c'est mauvais. On va dire, ouais, bon, tout ce groupe de population-là, il est comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Non, on ne peut pas généraliser, ça c'est une induction. C'est taper, je veux dire, voilà, un raisonnement qui pourrait même être de type névrotique. Hein. Attention, celui-ci, c'est pour ça qu'un raisonnement de type névrotique est à exclure. Celui-ci, ça peut être un raisonnement, il peut, voilà, provenir, j'ai pas dit c'est un raisonnement névrotique, il peut provenir d'un raisonnement névrotique. Et donc, le raisonnement névrotique va justement diverger vers une généralisation qui est complètement fausse. Parce qu'on pourrait prouver que, je veux dire, en prenant des cas de figure, que c'est faux. Donc on ne peut pas généraliser. Certains ont une vue globalisante. Moi, je veux dire, sur un fait, ils vont généraliser. Sur un fait minime. Alors que des faits comme ça, on peut en compter, voilà, des dizaines et des dizaines. Ouais, ils vont généraliser. Donc c'est pour ça que là, l'induction, partir de l'expérience, je veux dire, c'est une expérience, je veux dire, de soi. Hein. Et donc déjà, l'expérience de soi est trompeuse. Le soi de quelqu'un n'est pas le soi de quelqu'un d'autre. À partir de l'expérience de soi. De soi, elle est trompeuse. Parce que si à la base on voilà, on fait tout le monde n'a pas l'esprit, je veux dire, mathématique. Tout le monde n'a pas l'esprit statistique. Tout le monde ne va pas aller chercher, voilà, les données statistiques. Ils vont voir un fait, ils vont discuter par rapport au fait. Mais ils ne vont pas discuter par rapport aux statistiques mathématiques qui sont plus parlantes. Si on veut parler sur des chiffres, mais il faut aller chercher des statistiques. Et bien sûr, des statistiques sourcées. Sourcées étant... voilà, il faut voir aussi comment les statistiques, il ne faut pas les prendre comme telles. Parce qu'il faut aller voir comment l'étude a été faite des statistiques. Si maintenant, il y a des études statistiques qui sont, je veux dire, comment on appelle ça qui sont des études de statistiques orientées. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, si vous voulez, je veux dire, prendre en compte une réelle statistique, il faut savoir bon, qui a sourcé ces données-là. Et si la source, elle est, on va dire, elle est, comment on appelle ça, fiable. Voilà. Il ne suffit pas de se fier à toute statistique, hein, parce que bon, moi je peux faire des statistiques et vous me prouver des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Hein, et de faire croire, parce que si maintenant vous allez me fier à mes statistiques, vous allez croire à mes statistiques, mais elles sont à côté de la plaque, parce que si je vous dis comment elles ont été faites, j'ai complètement triché. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc en fait,
quand on se base sur des... C'est pour ça que dans toutes ces choses-là, il faut être vraiment purement... comment on appelle ça ça doit être quelque chose de très sérieux. Quand on parle d'un sujet, d'un thème, de donner, voilà, de faire une quête, de faire des appels, voilà, un texte qui pourrait être, je veux dire, explicatif, mais il faut. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est qui détient ces textes explicatifs. En général, ce sont les universités, parce qu'on considère que les universités font ça dans le sérieux. Ils ne font pas ça dans un objectif, voilà, d'orientation politique ou d'orientation de santé publique ou d'orientation, je veux dire, à titre malsain. Non, les statistiques qui sont faites généralement dans les universités sont le fruit d'études sérieuses. Voilà. Alors, la personne appose son nom, comment elle a fait son étude statistique, sur quel modèle, sur quelle base mathématique, voilà, sur quel groupe de population, et ainsi de suite. Donc, c'est pas si facile que ça de faire des statistiques. C'est toute une étude, je veux dire, qui doit faire face, qui doit faire en sorte qu'il ne faut pas aller interroger un groupe de population dans une ville bien précise. Ou un groupe voilà, on retrouve voilà, beaucoup de populations de ce type-là, avec voilà, des a priori ou des a priori, et puis on va les poser des questions, on va prendre un échantillon, on va se dire ouais, on va se fier sur ce groupe de population. Non, c'est pas comme ça que ça va. Donc c'est pour ça qu'il faut les études statistiques, c'est bien, c'est des mathématiques basées sur des nombres et qui permettent de faire sortir voilà, un contexte. Mais le problème, il ne faut pas que le contexte soit à la base, je veux dire, malsain, malsain, biaisé. Biaisé. Si maintenant vous avez poser des questions sur une certaine forme de personne. Si la, il y a beaucoup de choses qui peuvent être biaisées. Hein. On peut biaiser de différentes façons. Hein. Voilà. On peut biaiser de différentes façons. Et n'oubliez pas que, je veux dire, les statistiques, c'est aussi un outil de propagande. Hein. Donc c'est pour ça que le problème, il faut se fier aux bonnes sources et pas les se fier dans des sources qui sont, je veux dire, qui disent n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que je disais que quelqu'un qui veut discuter, il va discuter sur des statistiques fiables, vérifiables, fiables et véridiques, et je veux dire qu'on peut, je veux dire, entrevoir, voilà, qu'il y a une vérité qui sera sortie de ces statistiques. Et à partir d'un tableau qui est véridique, on peut discuter. Là, c'est pas grave, on peut déjà discuter. Si les statistiques sont de sources fiables, on peut discuter sur ça. Là, on a une base voilà, de travail. Une base de travail pour autant que les statistiques soient fiables. Et à partir de là, à ce moment-là, c'est les statistiques qui vont parler. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait à un moment donné qu'il faut généraliser, je veux dire, au travers toute une population, alors que, bon, je veux dire, les statistiques ressortent, des statistiques fiables et sérieuses, ressortent tout le contraire de ce que la personne pense et généralise. Voilà. Donc il ne faut pas en faire d'un fait ou d'un autre fait une généralité. La généralisation, je veux dire, n'est pas une conclusion, je veux dire, sérieuse. N'est pas une conclusion sérieuse. Notamment, comme je l'ai dit, par des personnes qui détiennent un raisonnement névrotique et qui, d'un fait, vont généraliser, je veux dire, à outrance, et juste pour, je veux dire, salir, on va dire, des populations. On va dire ça comme ça. Les salir, ou leur vouloir du mal, ou vouloir, voilà, tenter de, par un groupement politique ou par un groupement de personnes, voilà, salir un groupe de population. Donc ici, ce qu'on va faire, ici, dans mes raisonnements que je vais définir plus tard, ce sera, bien sûr, basé sur un raisonnement donné sur des données, des hypothèses, des thèmes ou des quêtes de requêtes qu'on va voilà, répondre. Mais ces thèmes sont reliés à des connaissances de base qui sont déjà établies, c'est-à-dire des prémices. On aura des prémices, on aura des données et des hypothèses, des thèmes à répondre, et la finalité, la vocation de la finalité du sujet, ben, c'est justement de tirer par une liste chaînée, je me suis trompé, hein, par une liste chaînée de connaissances. Donc la question est née. Hein. Une fois que vous avez la question qui est née,
on peut y répondre. D'une question qui naît, on peut voilà, aborder un raisonnement sur une question qui naît. Voilà, de rien naît une question. De cette question va s'enchaîner un raisonnement. Et qui dit raisonnement, le but de la finalité, c'est sa vocation finale, mais c'est de trouver une nouvelle connaissance qui est une conclusion, en espérant que cette conclusion n'est pas fausse, en espérant que cette conclusion n'est pas fausse, parce que on peut toujours avoir une conclusion et après remarquer qu'en finalité, comme je l'ai expliqué avec, comment on appelle ça, avec Newton, il s'est trompé. À un moment donné, il s'est trompé. Il ne peut pas toujours avoir, je veux dire, voilà. Alors pourquoi il s'est trompé? C'est normal qu'il s'est trompé parce que c'est un être humain. Et que tout être humain peut se tromper. Alors pour certains qui ont une divinité, ils diront que bon, seul Dieu ne se trompe pas. Seul Dieu ne se trompe pas. Mais l'être humain est sujet à un raisonnement qui peut se tromper. Même, il peut tirer une conclusion et un jour ou l'autre, cette conclusion peut être démontée. Peut-être démontée alors que tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Et le problème là, c'est pour ça que j'aborde le thème de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Voilà. Voilà. Alors bon, bien sûr, au quotidien, vous avez des sujets où certaines personnes croient détenir la vérité. Bon, ils sont à côté de la plaque, notamment en politique, je veux dire, dans des thèmes de santé publique, dans des thèmes de tout thème, voilà, des thèmes, je veux dire, quotidiens, des faits d'actualité, etc., etc. Voilà. Ou dans les faits d'actualité, c'est tout le monde qui parle de tout et n'importe quoi, ben là, à ce moment-là, on va vers des généralités. On va, bien sûr, des généralités basées sur un raisonnement névrotique qui peuvent même diverger parce que la personne névrotique parle fort, elle hurle, je veux dire, et parfois elle insulte. Elle hurle et parfois elle insulte. Voilà, quand on va à l'encontre de ces idées, ben, elle insulte. Donc le raisonnement névrotique parfois ne mène à rien, il ramène à l'insulte. Et la personne ne veut pas changer. Voilà. Elle devient aussi, voilà, elle généralise et puis elle devient nihiliste. C'est-à-dire que toute option qui vient d'autrui ne sera pas acceptée. Elle devient nihiliste. Elle n'accepte que ses idées névrotiques. Voilà. Donc elle généralise, elle pense que sa généralité induite est une conclusion. Et, voilà. Et ils pensent détenir la vérité. Ils n'ont aucune vérité. C'est juste, je veux dire, une emprise qui est dans leur pensée, une emprise névrotique qui font en sorte que, bon, ils racontent que, voilà, que des bêtises. On va dire ça comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne détiennent pas la vérité absolue. Ils ne détiennent pas la fausseté, mais ils détiennent part de vérité. Parce que si maintenant, c'est pas parce que on n'a pas, c'est pas parce qu'ils généralisent que des faits, je veux dire, à minima, ne sont pas vrais. Effectivement, ici, il a pris un cas minima, un fait à acte minima, ouais, parce que c'est une partie, quelques petites personnes, veut dire, qui ont fait ça, à acte minima, il y a quelques personnes, mais il a peut-être une vérité sur, on va dire, un petit nombre de personnes. Mais sur la généralisation, il a fou. Et c'est là, c'est là que c'est mauvais dans son raisonnement névrotique. Mais c'est qu'en fait, ils disent des choses vraies pour voilà, certaines personnes, voilà, qu'on pourra définir. Hein, certaines personnes, ils ont un nom, voilà, comparativement à d'autres personnes qui n'ont rien fait. Voilà, des personnes qui ont fait, voilà, on va dire, c'est peut-être de la délinquance, peut-être, on va dire, comment on appelle ça, des délinquants, peut-être des voyous, etc. Mais on ne peut pas assimiler à toute une population, dire quelques voyous, et assimiler toute la population de son origine de voyous. Voilà, donc ça c'est, il a raison dans ce qu'il dit, dans son raisonnement névrotique, il a raison dans le cas d'un fait divers où, bon, il y a des voyous qui font ça. Et effectivement, s'il est enragé vis-à-vis des voyous, ben, il ne peut pas être enragé vis-à-vis de toute la population. Parce que toute la population, je veux dire, de son origine ne sont pas tous des voyous. Et là, c'est là qu'il se trompe. Et là, c'est un raisonnement névrotique.
C'est un raisonnement névrotique, parce qu'il fait une induction qui est complètement fausse. Enfin, c'est une induction de sa part, mais c'est pas une conclusion. Je veux dire, il pense tenir des conclusions hâtives, mais en fait, il tient des inductions. Des inductions qui sont personnelles et de type, je veux dire, provenant de sa pensée, parce qu'on aura beau lui expliquer qu'il y a des conclusions qui vont à l'encontre de son induction, il n'acceptera pas. Il va être nihiliste. Il va dire, ouais, tes conclusions, c'est pas vrai, c'est faux. Les statistiques, voilà, il va se baser sur des statistiques fausses, qui sont, voilà, de type propagande. Donc c'est pour ça que je disais, j'ai parlé sur le nihiliste. Le nihiliste, bon, si on commence à faire des discussions de thèmes et qu'on essaie d'aborder une certaine forme de logique, et que, bon, je veux dire, à toute logique, il y a le nihiliste qui se présente et qui dit, ouais, c'est pas vrai ce que tu racontes, alors à ce moment-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ici, moi, j'ai mis des définitions, je veux dire, je vais proposer ma logique par rapport aux définitions que j'ai mis, et donc je me base sur des définitions, je veux dire, qui sont de type terre-à-terre, et de type, voilà, où je vais construire une logique, je veux dire, basée sur des constructions. Voilà, j'ai posé mes définitions de raisonnement, voilà, et donc je peux démarrer sur un thème qui est la logique. Et donc, vous voyez, si vous voulez vous en tenir à des définitions, ben, voilà, c'est les définitions qui sont là. Si maintenant, s'il y a un nihiliste qui est en face, qui vous dit, oui, mais ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ben, vous le renverrez, je veux dire, à d'autres définitions, et vous lui dites que, bon, voilà, pour autant qu'ils prennent des définitions qui sont communes à tout le monde, voilà, qui sortent de l'Académie des sciences, ou l'Académie des lettres, voilà, pourtant que ça sort de là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils commencent à sortir des définitions qui sont, je veux dire, un petit peu, je veux dire, sorties, voilà, de certaines personnes, et qui se basent sur ça pour nier, ben bon, là, en ce moment, on ne va pas sauter de l'auberge, il peut nier toute sa vie. Hein. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous remercie.